Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de votre émission, le Direct de l'Info. On va parler de la sécurité alimentaire et on aura un expert et un correspondant du côté dans la province, dans l'une des provinces du Gabon. Chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement pour ce dernier numéro du Direct de l'Info de la semaine. Pour cette première thématique où on parle de sécurité alimentaire, nous allons avoir comme invité le docteur Brice Wilfried Obono. Il est spécialiste en santé publique nutritionnelle, président du cabinet d'études Biang Consulting enregistré au Gabon et au Canada. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci de m'avoir parmi vous. C'est nous qui vous remercions pour avoir accepté notre invitation. On aura également Monsieur Biban. Est-ce que vous avez vu ces vidéos qui circulent actuellement sur la toile, ces vidéos, l'opération de la Gaza sur le terrain, qui montrent les restaurants et certaines structures alimentaires vraiment dans un état vraiment pas respectable et pas respectueux. Monsieur Obiang. Ah oui, vous m'excusez, c'est parce que j'ai entendu Monsieur Biban et du coup, je me demandais si on s'adressait à moi. Non, Monsieur Obiang, merci. Oui, ok. Bon, une fois de plus, merci de me recevoir. C'est vrai que je suis d'abord ici comme le président de notre cabinet de consulting. Et donc, il est difficile d'adresser une question directement à partir des vidéos de ce qui se passe au Gabon, à moins que la question ne soit directement sur ce qui se passe, sur les normes. Mais je voulais quand même préciser ceci, surtout pour les jeunes qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent dans le monde, que nous devons d'abord commencer par faire une distinction importante dans la définition des terminologies. Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, on parle en fait, on se pose alors la question de savoir si tous les êtres humains ont suffisamment de nourriture, une nourriture qui est saine et une nourriture qui ne cause pas de problème. Mais quand on parle de sûreté alimentaire, là on parle des normes. Et en ce qui est de votre question sur ce qui se passe à Libreville ou dans les restaurants, c'est d'abord une question au niveau des normes. Donc là, on parle de la sûreté alimentaire. Voilà. Et je reviendrai sur ces termes-là parce que parce que la définition de ces termes-là est très très importante pour qu'on puisse bien se comprendre aujourd'hui. Donc ce n'est pas la sécurité alimentaire dont on parle quand on parle ici des cas des restaurants à Libreville. Les cas des restaurants à Libreville, là on parle des problèmes de sûreté alimentaire. Est-ce que les aliments que je suis en train de manger posent un problème pour moi? Est-ce que je cours un danger parce que j'ai mangé ces aliments? Et à ce moment-là, la réponse directe qui peut être donnée, c'est une réponse qui peut être donnée que par les techniciens de la Gaza qui ont une fiche de route avec des étapes bien précises, c'est-à-dire que est-ce que ces endroits répondent aux normes et quelles sont les normes, et ça, on pourra en parler. Ne travaillant pas pour la Gaza, je suis juste un expert et un conseiller en matière de santé publique nutritionnelle. On pourra maintenant regarder un peu plus en détail qu'est-ce qu'il y en a et quelles sont les décisions qui devraient être prises pour protéger la santé des populations. Vers M. Obiang. Monsieur Obiang, alors, vous étiez en train de parler là des conséquences que ces structures peuvent apporter à toutes ces personnes qui s'alimentent dans ces structures-là. Est-ce qu'on peut parler de ces conséquences déjà? Tout à fait. Déjà dans notre cabinet, on dit souvent que les données parlent, mais les hommes prennent des décisions. Les conséquences, ce sont les conséquences en matière de santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne juste quelques chiffres qui sont connus de tout le monde. Et ce n'est pas juste au Gabon, parce qu'on ne fera pas une fixation juste pour au Gabon, même ici au Canada et aux États-Unis. Alors, nous avons environ 600 millions de personnes qui tombent malades et 420 000 meurent chaque année de la consommation d'aliments contaminés. Donc, vous comprenez que c'est un problème de santé publique. Mais encore plus important, il y a
il y a une conséquence économique là-dessus où les pays à revenus faibles ou intermédiaires comme le Gabon, nous avons à peu près une perte aux alentours de 110 milliards de dollars qui sont associés à cela. Et alors, si nous allons un peu plus en détail, on peut se poser la question de savoir quelles sont les personnes qui sont les plus victimes. Ce sont les personnes les plus vulnérables. Et là, on parle des enfants qui représentent à peu près 40% des personnes qui meurent des maladies associées à l'alimentation. Donc, d'où la question de sûreté alimentaire. Est-ce que les aliments que je consomme aujourd'hui sont sains, sont sûrs? Est-ce que où ces aliments-là apportent un danger pour ma santé? Et on pourra regarder toutes les conséquences, que ce soit au niveau biologique ou chimique, qui sont associées à cela. Mais ce que, par exemple, notre cabinet pourra offrir, et ça c'est très important, puisque nous savons qu'il y a une relation directe entre la contamination de ces aliments et la santé des populations, c'est vraiment de trouver le lien par une étude qui est faite, par exemple spécifiquement au Gabon. Y a-t-il une relation entre les décès que nous enregistrons et la contamination des aliments? Y a-t-il une relation directe entre la contamination des aliments et les maladies que nous enregistrons dans nos hôpitaux au Gabon? Et évidemment, au vu de ces images, à la lecture des données que je viens de vous partager, il est important de regarder ces questions-là. Il est important que les études soient faites là-dessus. Et nous, ce sont ce genre de questions que nous regardons, puisque nous nous focalisons sur l'accès aux soins de santé, nous nous focalisons sur l'accès et l'éducation des services sociaux. Donc, vous comprenez très bien qu'il n'y a que par des données que nous pouvons trouver une solution aux problèmes que vous venez de mentionner en matière de santé publique. Alors, Monsieur Obiang, est-ce que les Gabonais sont-ils véritablement en danger en rapport à la sûreté alimentaire? Ben ça, c'est une très bonne question. Est-ce que les Gabonais sont en danger? Par danger, qu'est-ce que nous voulons dire? Par danger, nous voulons dire est-ce que, à cause des aliments que nous consommons, nous sommes en mauvaise santé? Mais le danger est à deux niveaux. Le danger, d'abord, dans la sécurité alimentaire. Parce que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai suffisamment de nourriture pour répondre à mes besoins nutritionnels? Ça, c'est un. Est-ce que la nourriture que je mange est sûre pour que je ne tombe pas malade? Est-ce que je mange la nourriture de mon choix? Ce sont ces trois questions. Mais ces trois questions sont associées à ce qu'on appelle le statut socio-économique des Gabonais. Mais le statut socio-économique des Gabonais et des recherches que nous avons faites dans notre cabinet, ce statut socio-économique est associé à trois éléments très importants. Donc, le niveau d'éducation des gens, le revenu que ces personnes-là ont, combien est-ce que la personne gagne à la fin du mois, et le type d'emploi que ces personnes occupent dans la société. Et les recherches et les publications que nous avons faites dans le passé, que ce soit en Corée du Sud ou au Gabon, nous avons clairement établi qu'il y a une relation entre le statut socio-économique et la santé des populations. Mais cette santé des populations est expliquée par ce qu'on appelle les médiateurs. Donc, et ce médiateur, c'est l'insécurité alimentaire. Et de cette insécurité alimentaire, vous voyez que l'insécurité alimentaire veut dire qu'en réalité, la personne n'a pas suffisamment de quoi manger et répondre à ses besoins nutritionnels. Et pourquoi la personne n'a pas suffisamment, pourquoi la personne ne répond pas à ses besoins nutritionnels? Là, vous comprenez, ça associé au statut socio-économique. Et les gens n'ont pas le choix que de manger ce qui leur est présenté. Maintenant, docteur Obiang, Obounou, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que le statut social des Gabonais nous entraîne à aller dans ces structures qui ne sont pas aux normes, aux normes alimentaires? Tout à fait. Parce que nous, et vous pouvez le regarder, j'ai fait la même étude quand j'étais professeur en Corée du Sud, la relation entre le statut socio-économique et la santé des femmes en Corée du Sud. Et nous avons démontré, quand nous étions en Corée du Sud, qu'il y a une relation directe entre les risques de carie dentaire d'un enfant et le niveau d'éducation de sa maman. Et alors, vous comprenez alors que quelqu'un qui a un statut socio-économique élevé fera le choix de ces aliments. Et le choix de cet aliment est dans la définition même de la sécurité alimentaire. Alors, maintenant, quand je ne peux pas répondre à mes besoins nutritifs, je m'expose alors au problème de sûreté alimentaire.
Vous voyez que les deux définitions sont ensemble, dont la sécurité alimentaire fait partie de la sécurité alimentaire. C'est pour cela que dans le rapport que nous avons écrit en 2023 et que nous avons même soumis sur la santé des femmes au Gabon, qu'est-ce que nous avons montré? Nous avons montré qu'en réalité, le problème n'est pas juste tant au niveau de les populations, mais le problème est d'abord structurel. Ce que nous appelons les déterminants structuraux de la santé. Ça veut dire que le gouvernement, l'État, doit créer un cadre qui, avec des normes comme ce que la Gaza est en train de faire, ce sont ces normes-là qui permettent de réunir des conditions de protection de la santé des populations. Mais ces normes-là ne peuvent pas être suivies à la lettre ou respectées quand le statut socio-économique des populations est toujours en deçà de ce qui est attendu. Vous voyez, je vais vous expliquer un peu l'évolution de cette affaire. Dans les années 60, c'est là où la question est arrivée. On s'est posé la question de savoir, est-ce que nous pouvons nourrir toute la population, le monde entier? Et par la technologie alimentaire, donc vous voyez que c'est une question quantitative. Est-ce que nous pouvons nourrir le monde entier? Est-ce que nous pouvons nourrir tous les Gabonais? Maintenant, en 1995, nous avons eu le problème de la vache folle en Europe. Ce problème de la vache folle, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est alors posé la question de savoir, mais oui, nous avons suffisamment de nourriture, mais cette nourriture-là nous cause des problèmes. Nous avons maintenant le problème de la vache folle. Donc vous voyez maintenant, là, c'est maintenant une question qualitative. Donc vous comprenez qu'au Gabon, le problème n'est pas juste la sûreté alimentaire ou les inspections faites par la Gaza. Le problème est beaucoup plus grand que ça. Le problème doit commencer par la sécurité alimentaire qui est associée au statut socio-économique des populations. Et ce statut socio-économique des populations, nous l'avons démontré dans nos recherches, est d'abord déterminé par un cadre qui est contrôlé par ce qu'on appelle le déterminant structurant, et ce déterminant structurant est l'État gabonais. Allez, docteur Obonou, est-ce que, selon vous, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire et l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement, on va parler de ces deux structures, disposent-elles des moyens matériels et humains suffisants pour garantir la sûreté alimentaire sur tout le territoire? Je ne peux pas répondre à cette question pour une raison simple. Je suis un consultant, je n'ai jamais été consulté par la Gaza et je ne vis pas actuellement au Gabon pour m'enquérir exactement de ce qu'il en est. Je pense que j'aurais pu mieux répondre à cette question si j'ai été consulté par la Gaza, si j'avais des entretiens, regarder vraiment comment fonctionne l'institution. Mais donc, la plupart des informations que nous avons, c'est des informations que vous et moi, nous avons par nos médias ou par les réseaux sociaux ou par les actions sur le terrain. Ce qui est des outils en possession de la Gaza, difficile de me prononcer là-dessus. Ce que nous pouvons, je pense que la Gaza devrait, fonctionne certainement selon les normes internationales. Sans cela, elle n'allait pas fermer certaines institutions. Et vous êtes président, d'un cabinet d'études. Quelles sont les sanctions prévues souvent pour... parce que vous êtes au quotidien de ces situations. Oui. Quelles sont les sanctions qui sont souvent prévues par rapport à ces établissements? Écoutez, mais c'est une très bonne question. Je pourrais l'adresser et c'est là que je ne sais pas comment fonctionne la Gaza, mais je vais vous dire de façon générale les normes internationales et comment ça se passe. De façon générale, on va laisser un peu l'agence. Oui, de façon générale, avant de fermer un établissement, il y a des étapes avant la fermeture d'un établissement. La première étape, c'est une inspection et constatation des infractions. Vous voyez? Donc, on ne va pas, on ferme directement un établissement. La deuxième étape, après cette inspection, c'est l'émission d'un avertissement. Donc, on peut mettre un sticker jaune sur la porte du restaurant avec un tampon de la Gaza. Nous, on peut former les employés de la Gaza là-dessus s'ils sont intéressés. La troisième étape, c'est le droit de réponse de l'établissement. Donc, l'établissement a le droit de répondre à l'avertissement qui lui a été donné par la Gaza. Vous comprenez? C'est quand même des opérateurs économiques. Quatrième étape, c'est l'examen des observations. Vous voyez, donc il y a cette communication continue qui devrait s'établir entre les établissements, ces opérateurs économiques au niveau des aliments
et les institutions qui représentent le gouvernement. Et la dernière étape, c'est maintenant la prise de décision. C'est de cette prise de décision, quand l'établissement ne s'est pas conformé, que nous pouvons maintenant fermer l'établissement. Je ne sais pas si toutes ces étapes ont été suivies et je ne peux me prononcer là-dessus, mais je veux juste éduquer nos populations sur les étapes à suivre. Et s'il y a des établissements qui se sentent peut-être lésés sur les fermetures, qui peuvent nous concerter, on est toujours là pour consulter. La même chose pour la Gaza, où on peut former leur personnel. Il y a des étapes à suivre. Je ne sais pas si ces étapes ont été suivies, mais je pense que le travail qui est fait par la Gaza, c'est un travail qui semble, au vu de ce que nous regardons, qui a besoin d'être fait au Gabon. Et on peut les féliciter pour cela, mais la manière de faire ou la façon de faire, je ne peux me prononcer là-dessus. Je vous ai juste donné les étapes qui sont importantes avant la fermeture d'un établissement alimentaire. Allez, vous êtes actuellement du côté du Canada. Et oui. Si on c'est bien cela? Oui, je suis actuellement au Canada, oui. Que devrait être la politique gouvernementale pour protéger ces populations? Par rapport à ce que vous vivez déjà du côté du Canada, vous pouvez apporter certaines solutions, certains éléments. Mais tout à fait. Comme consultant, c'est ce que nous faisons. Je pense que ce que j'ai dit au départ, c'est que le gouvernement est ce qu'on appelle le détermineur structurant. Donc, la Gaza, qui appartient techniquement au ministère de l'Agriculture, devrait normalement travailler en partenariat avec le ministère de la Santé. Vous comprenez? Parce que comme je vous la population dépendre non seulement de leur statut socio-économique, mais aussi de leur habitude de manger ou de ne pas manger. Donc, la première chose que nous faisons, et dans notre cabinet sur cela, c'est l'éducation. Donc, il est important que le gouvernement éduque les populations sur les risques associés, par exemple, à manger certains denrées périmées ou qui ne sont pas consommables. Donc, cette pédagogie, elle est importante. La deuxième phase de la pédagogie, c'est au niveau des acteurs économiques. Vous savez, si vous lisez le livre saint qui dit « Mon peuple meurt par faute de connaissance », c'est cela. Certains de ces opérateurs économiques pensent bien faire, c'est ce qu'ils connaissent depuis qu'ils sont en opération, mais ne sont peut-être pas au courant des normes. C'est pour cela que nous donnons ces étapes. Donc, il est important que le gouvernement envoie des correspondances aux opérateurs économiques, du moins ceux qui sont enregistrés, et donne des formations, donne les normes de sanitation du pays. Mais ce sont des choses que nous devons regarder, par cas. Et le troisième élément, c'est ce que j'adresse souvent. Je dis souvent, les données parlent, mais les hommes prennent des décisions. C'est de pouvoir être en contact avec des firmes de consultation comme les nôtres pour faire des études sur le terrain et établir des relations directes. Et c'est par ces chiffres, c'est par ces données que le gouvernement pourra prendre des décisions informées. Le gouvernement ne peut pas juste prendre une décision parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut accumuler un nombre de données qui nous permet de prendre une décision informée. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que consultant, que les responsabilités des mairies et des ministères dans la surveillance des points de vente est nécessaire? Bon, une fois de plus, c'est une très bonne question, mais là, on est de l'ordre du législatif. Et donc, quelle est la responsabilité de la mairie? Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on parle de la sûreté alimentaire, aujourd'hui, le troisième élément de la sûreté alimentaire, au-delà de ce que j'essaie d'expliquer à nos populations un peu plus tôt, c'est l'élément environnemental. Vous voyez? Et donc, cet élément environnemental aussi est important. C'est pas juste ce que nous voyons dans vos écrans en réalité. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est aussi qu'est-ce qui se passe au niveau même agricole. Donc, en ce qui est du rôle de la mairie, là encore, c'est vraiment une question politique, c'est vraiment une question de législation. Je ne peux vraiment pas me prononcer là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une fiche de route qui est donnée à la mairie, il y a une fiche de route qui est donnée à la Gaza. Est-ce qu'il y a une équipe qui est formée pour travailler avec la mairie?
je ne pourrais me prononcer là-dessus. Ce que nous pouvons faire, c'est de proposer des solutions à partir d'un problème qui est observé. Je ne pourrais pas demander à la mairie de faire quelque chose qui n'est pas dans leur prorogation. Ça serait très difficile. Et ça, il est important de le comprendre. En tant que quelqu'un qui a travaillé très très longtemps en matière de santé publique et l'accès aux médicaments, vous voyez par exemple, donner un médicament à quelqu'un, ça passe par des lois. On ne le donne pas parce que j'ai juste envie de le donner. Donc, il faudrait qu'il y ait des choses quand même assez claires, assez établies dans le pays et dans les responsabilités de chacun et chacune avant d'agir. Donc, je n'ai pas les détails du rôle de la mairie et il me serait très, très difficile de dire à la mairie quoi faire. Ça, c'est vraiment à la mairie de regarder quelle est la législation en cours, à la Gaza de regarder quelle est la législation en cours et comment est-ce que les deux peuvent travailler en partenariat. Parce que ce que nous ne disons pas, c'est que oui, l'insalubrité, et il y a beaucoup de données là-dessus, contribue aussi aux problèmes de santé publique dans le pays. Allez, docteur, il y a notre correspondant avec son invité du côté de Port-Gentil Oui. Qui aborde l'élément de corruption parce que on le constate, on circule un peu dans on visite, comme on va le dire, on visite ces structures et on voit véritablement tous les documents affichés qui disent aux populations ou aux personnes qui viennent se restaurer dans ces structures qu'il y a un respect de l'hygiène, mais quand il y a des opérations, on constate qu'il n'y a aucun respect de l'hygiène. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Bon, c'est une très bonne question. Dans cette question, on peut se poser une autre question, c'est de savoir c'est qui donne le quitus, c'est qui donne le feu vert à l'établissement d'opérer. Est-ce que c'est la Gaza ou c'est une autre institution? Il va falloir d'abord, si vous pouvez prendre ça en note, parce que moi, en tant que vous voyez, nous, on se spécialise dans la solution aux problèmes sociaux complexes. Donc, il faut d'abord comprendre c'est quoi le problème. Le document qui est dans l'établissement alimentaire a été donné par qui? C'est ça. Si c'est un document qui a été donné par la Docteur, quelle que soit la structure, quelle que soit l'institution qui donne le document, il est écrit dans ce document « respect de l'hygiène ». Mais en arrivant sur le terrain, on voit un non-respect de l'hygiène. Donc, on ne va pas dire, on va pas s'arrêter à quelle est l'institution qui donne le quitus. Non, la question, mais la question, elle est importante. Non, je suis désolé, mais la question, elle est importante. Parce que si c'est la Gaza qui a donné le feu vert, on sanctionne la Gaza. Ne peut pas combattre. Voilà, la Gaza ne peut pas combattre contre son propre royaume. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Mais si ça a été donné par une autre institution, est-ce que cette institution est sous la Gaza ou la Gaza est au-dessus de cette institution? Donc, moi, en tant que scientifique et consultant, je ne vais pas dans ce qu'on a dit. Il faudrait donner des éléments concrets. Et c'est à partir de ces éléments concrets que nous pouvons faire une analyse objective. Je ne suis pas ici pour donner mon opinion. Moi, je vous donne toujours une position qui est objective à partir des faits réels. Donc, il est quand même difficile de comprendre qu'un établissement a le droit d'opérer si cet établissement a eu le quitus de la Gaza. Je m'explique. Je suis par exemple au Canada, et ça vous le savez, qui donne la permission à un établissement d'opérer? Et est-ce que, numéro 2, est-ce que l'établissement répond aux normes? Alors moi, qu'est-ce que je proposerais à la Gaza? Et ça, c'est un conseil gratuit. C'est-à-dire que, pour l'instant, ce que nous voyons, c'est juste les établissements avertis ou fermés par la Gaza. C'est tout ce que nous voyons. Mais nous devons aussi voir les établissements au Gabon qui ont répondu aux normes de la Gaza. Maintenant, quel est l'avantage de répondre aux normes de la Gaza? C'est peut-être la question qu'il faut aussi se poser. Si vous avez un restaurant qui répond aux normes sanitaires, mais quelle est la récompense de ce restaurant comparé aux restaurants qui ne répondent pas? Si moi j'étais consultant de la Gaza, je donne ce conseil gratuitement aujourd'hui,
vous mettrez, par exemple, un sticker vert avec l'approbation de la Gazette disant que cet établissement répond aux normes de santé. Ou bien je mettrai un sticker jaune, comme je vous ai montré les étapes, un avertissement pour dire cet établissement a été averti et cet établissement a 30 jours pour répondre aux normes. Et je mettrai un sticker rouge aux établissements que j'ai décidé de fermer si je suis un agent de la Gaza. Bon, une fois de plus, c'est ça. Ça c'est les conseils qu'on donne gratuitement à ces établissements. Et comme on le dit, on est toujours prêt à la consultation pour vraiment voir comment améliorer les conditions de vie des Gabonais. Personnellement, nous ne sommes pas intéressés à accuser. Nous ne sommes pas intéressés aussi à aller d'un camp ou un autre. Nous sommes intéressés à trouver des solutions à un problème social complexe comme ce problème ce problème de société au Gabon, le problème d'hygiène sanitaire dont vous parlez. Mais pour cela, il faut des normes. Et pour cela, il faut que la population soit éduquée. Et pour cela, il faudrait suivre peut-être la méthodologie que je viens de vous montrer. Et vous comprenez qu'à la question de la corruption, je ne suis pas bien placé pour en parler. Puisque il faut venir, il faut commencer dès le début. Le début, c'est qui est-ce que cet établissement a le droit d'opérer? Mon cabinet d'études est enregistré au Gabon, donc j'ai le droit d'opérer au Gabon. Mon cabinet de consulting, bien consulting au Québec et provinces du Canada, donc j'ai le droit d'exercer au Canada. Donc, vous voyez, nous, dans notre cabinet, nous avons enregistré à peu près 500 établissements. Et dans les 500 établissements, nous comprenons que des chiffres que nous avions eus par le passé, pour que je vérifie, pour ne pas faire une erreur, 500 établissements qui fonctionnent sans quitus, qui ne sont pas enregistrés au Gabon. C'est de là où il faut partir. Est-ce que la Gaza peut fermer un établissement qui n'est pas enregistré? Il faut vous poser cette question. Est-ce que cet établissement a le droit d'opérer? Vous avez mon collègue qui est aussi avec moi, qui est un opérateur économique et qui est aussi enseignant. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai le droit d'opérer? Est-ce que j'ai le droit de donner de la nourriture aux enfants dans cet établissement? Donc, c'est à partir de là que nous pouvons trouver des solutions aux problèmes sociaux complexes avant d'arriver à la conclusion d'une possible corruption. Donc, je ne peux m'avancer sur ce genre de terrain si je n'ai pas suffisamment d'éléments probants pour conseiller et pour apporter des solutions à cela. Donc, il faudrait d'abord normaliser les choses, se poser des vraies questions. Et nous avons une démarche dans la solution au problème. Le premier élément est la situation, c'est-à-dire le premier S qui est, c'est quoi la situation? Le deuxième S que nous appelons dans notre cabinet, on appelle ça la structuration du problème. Donc, nous émettons des hypothèses. Et le dernier S, c'est vraiment la solution, parce qu'on va vérifier si nos hypothèses sont vraies ou si elles ne sont pas vraies. Docteur Obiang Obounou, ce sera votre dernier mot, hein, ces pistes de solutions. Déjà, comme vous êtes expert, vous allez nous donner ces pistes de solutions et ce sera également votre dernier mot. Bon, en tout cas, merci déjà de m'avoir répondu, de m'avoir invité. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que les gens ont appris quelque chose. J'aimerais peut-être terminer en disant que, comme je le dis souvent, le mot problème existe et parce qu'il y a aussi la possibilité d'une solution. Et les solutions que nous proposons, ce sont des solutions assez simples. Déjà, il faut répertorier les entreprises. Ça, c'est d'abord déjà avec une définition claire de ce qu'elles offrent comme service. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire des études. Un cabinet comme le nôtre, nous offrons des solutions aux problèmes sociaux complexes. Donc, c'est à partir des vraies données que nous pouvons prendre une décision informée. La troisième chose, c'est l'éducation des opérateurs économiques. Et ça, je vous ai parlé de ça dès le début, des 5 étapes qu'il faut suivre avant la fermeture d'un établissement. On ne peut pas juste fermer un établissement à moins de manquements extrêmement graves lors d'une enquête inopinée. Il faut avertir les gens, il faut donner un avertissement, il faut consulter et après nous révisons avant de prendre la décision finale.
Donc, ça sera vraiment mon mot de la fin. Et aussi pour rappeler les chiffres, que ce que nous observons au Gabon n'est pas unique au Gabon. Ça existe au Canada, ça existe aux États-Unis. Et que le problème de santé des populations associé à l'alimentation, on parle de 600, je vous ai donné les statistiques un peu plus tôt qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé, de 600 millions de personnes qui sont atteintes à cause de cela, et nous avons plus de 420 000 personnes qui meurent chaque année. Et nous sommes prêts à faire une étude très très sérieuse sur la relation entre la consommation de ces denrées alimentaires et la conséquence sur leur santé. Donc, je vais terminer avec ces mots et je vous remercie encore pour votre temps et j'espère qu'on pourra continuer la conversation une autre fois. Merci. C'est nous qui vous remercions, Dr Brice Wilfried Obono. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes spécialiste en santé publique et nutritionnelle. Vous êtes également le président du cabinet d'études Biang Consulting, enregistré au Canada et en même temps au Gabon de l'émission. Merci également au docteur Obiang Obonou également pour cette première thématique qui nous a accordé plusieurs éléments de langage par rapport à cette situation sur la sûreté alimentaire. Chers téléspectateurs,